Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, la collaboration née entre le podcast Révolution Influence et le magazine Influence. Pour les présentations, je suis Karine, la fondatrice de Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. J'ai lancé cette émission en septembre 2018 dans le cadre de mon agence de relations médias, Papagayo Communication. Bonjour à tous, je suis Soraya, la fondatrice du magazine Influence. Avec Karine, nous partirons à la rencontre des acteurs de l'influence digitale qui viendront se livrer, raconter et dévoiler en totale transparence les facettes de leur métier, avec bien souvent, vous le verrez, des révélations étonnantes et exclusives. Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. J'ai 30 ans et je suis chef d'entreprise et influenceuse. 630 millions de vues. Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Welcome to YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir aux côtés de Soraya l'une des fit girls les plus suivies de France, Justine alias Juju Fitcats sur les réseaux sociaux. Célèbre youtubeuse fitness, Justine partage avec sa communauté son amour pour la musculation et la nutrition, puisque chaque jour, on peut suivre le parcours sportif de cette jeune athlète qui comptabilise plus de 160 millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos YouTube. Comme vous l'entendrez, le parcours de Justine est celui d'une battante, puisqu'elle a réussi, grâce au sport, à sortir de l'anorexie et elle aide actuellement un nombre de jeunes à se surpasser, à prendre soin de soi, mais surtout à se respecter. Donc aujourd'hui, Justine répond à nos questions dans le cadre de la sortie de son premier livre de recettes, 50 nuances de patates douces aux éditions Solar. Une belle interview pétillante et sans tabou à l'image de Justine. Si vous souhaitez vous tenir informé des prochaines diffusions des épisodes, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, sur les comptes d'Influence et sur le compte de mon agence Papagayo Communication. Nous vous souhaitons une très belle écoute et à bientôt. Bonjour Justine. Enchantée. Tout d'abord, merci de nous recevoir pour le podcast et de répondre à nos questions. Mais merci à vous de m'accueillir, c'est super cool, c'est une super expérience, donc j'ai hâte. Merci. Donc pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton histoire et comment tu as débuté sur YouTube et un peu ton rôle d'influenceuse? Bien sûr, alors donc moi c'est Juju Fitcat, plus particulièrement, ou d'ailleurs le nom qu'on m'a donné quand j'étais enfant c'était Justine. Pour le coup tout le monde oublie, je pense, à tel point qu'on m'appelle Julie. Mais non, c'est bien Justine, donc j'ai 24 ans. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Avant ça, du coup, j'étais en études très scientifiques. Moi, j'étais vraiment une scientifique à l'époque, donc j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une licence biologie santé, option biochimie. Et quand j'ai fait ma dernière année de licence, je suis partie étudier au Canada et ça m'a permis de prendre des options plus axées sur la nutrition, la nutrition sportive, la nutrition pour la santé, etc. Donc c'est vraiment là-bas que j'ai découvert ces matières-là et que je me suis vraiment intéressée à ça. Et YouTube, en fait, ça a démarré quand je suis rentrée en France parce qu'à la base, j'étais censée continuer un petit peu dans mes études de façon logique, entamer un master qui continuait dans cette ligne éditoriale-là, vraiment dans les sciences, la santé toujours. Et puis, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de démarrer YouTube. Je pense qu'on y reviendra un petit peu après comment. Donc, j'ai eu cette opportunité-là et du coup, il a fallu faire un choix. Est-ce que je continue en master ou est-ce que je décide de démarrer YouTube? Et c'est vrai qu'il faut se dire que les réseaux sociaux, ça va très vite aujourd'hui, ça bouge dans tous les sens. Il y a des nouveaux réseaux constamment. Et donc, forcément, quand mes abonnés m'ont donné la chance de démarrer YouTube et ont exprimé leur envie que je démarre ma chaîne YouTube, c'est une chance qu'il faut saisir tout de suite parce que les gens n'attendent pas. Et très vite, si on leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, je me suis dit, OK, j'ai envie de tenter ma chance. J'essaye. Mes parents m'ont laissé 1 an. Ils m'ont dit, si dans 1 an, on voit que ça fonctionne, tu continues. Sinon, t'arrêtes là. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans passés. Donc, c'est que ça se passe bien. Et tu as commencé ta chaîne YouTube suite à un concours lancé par Thibaut. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur Instagram, moi déjà depuis quasiment 2 ans. Quand j'ai participé au concours de Thibaut et je le suivais. Mais moi, à la base, vraiment, les réseaux sociaux, j'ai démarré ça après toutes mes amies. C'est-à-dire que mes copines regardaient YouTube quand elles avaient 15 ans. Moi, j'étais hors réseau social, mais totalement. Elles avaient Instagram à 15 ans. Moi, j'ai eu Instagram à 20, 21 ans. Enfin, j'étais vraiment très à la bourre. Moi, j'étais un peu du genre vieille école, oh non, mais ça sert à rien, tous ces réseaux. On est très bien sur Facebook, pas besoin de plus. Bon, au final, aujourd'hui, je suis très contente de m'être ouverte. Et c'est vrai que du coup, donc ça faisait 2 ans que j'étais sur Instagram et je suivais quelques influenceurs sportifs parce que ça m'a aidé, moi, dans ma démarche pour sortir
sortir de l'anorexie, etc. Et du coup, je suivais notamment Thibaut. Il avait mis une annonce, voilà, je cherche des jeunes filles qui souhaitent participer à l'élection Miss InShape, etc. Envoyez-moi vos candidatures. Et au début, j'avais vu l'annonce passer, puis je me suis dit, bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, le jour où c'était le dernier jour pour envoyer les vidéos, je me suis dit, oh, quand même, Thibaut, je le regarde depuis un moment, je connais un petit peu son délire, ses petites expressions un peu farces qui pourraient le faire rire. Je tente ma chance, j'essaye, j'envoie un truc, on verra bien. Donc, je lui ai envoyé la vidéo et en fait, je lui ai envoyé à la bourre. Donc, théoriquement, ma vidéo n'aurait pas dû se retrouver dans la vidéo YouTube finale. Sauf qu'il s'est quand même dit gentiment, bon, j'ouvre quand même le mail, on sait jamais. Et en fait, il a ouvert le mail en tombant sur le moment où je fais du squat déguisé en mignon. Donc, fameux moment extrêmement... c'est surprise. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, il s'est dit, elle a l'air quand même rigolote, cette jeune fille. Je vais peut-être regarder sa vidéo. Et en fait, du coup, il m'a mise dans sa vidéo YouTube. Les abonnés ont voté une première fois et du coup, j'ai remporté la première vidéo. Puis ensuite, on était 3 finalistes. Et on a reçu un questionnaire où on devait un peu comme à une interview ou un entretien répondre aux questions, mais vraiment spontanément. On n'avait pas le droit de les ouvrir avant d'ouvrir la caméra et d'être vraiment en face caméra, en fait. Et là, donc, moi, j'ai parlé 40 minutes parce que je parle beaucoup. Et du coup, les abonnés ensuite votaient par rapport à nos réponses. Et c'est là que j'ai gagné. Et que Thibaut m'a fait la surprise de venir me rencontrer peut-être 2 semaines après. Il est venu me rencontrer et il est arrivé en surprise à ma salle de sport où je m'entraînais et en fait ça a de suite le feeling est passé mais tout de suite directement on s'est mis à rigoler, à se charrier. Donc ensuite on a passé la journée ensemble à tourner des vidéos YouTube. Donc on a tourné 3 en une journée, donc c'était une journée très productive et en fait vraiment moi quand pour le coup je dis toujours, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent oui mais t'as pas l'impression que en fait c'est vos abonnés qui ont choisi votre couple c'est parce qu'ils ont choisi. Voilà. Et ils disent oui en fait c'est la magie qui opère pour le reste. Et voilà, exactement, moi c'est ce que je dis à un moment donné, je veux dire on n'est pas dans de la télé-réalité, on n'est pas là pour jouer de notre relation d'un point de vue commercial et se servir de notre relation. Enfin moi je suis pas capable d'être avec quelqu'un que je n'aime pas, ça m'intéresse pas. Je veux dire je vais être heureuse dans ma vie privée tout autant que dans ma vie professionnelle. Et du coup c'est que effectivement quand on s'est rencontrés, moi en fait j'ai vu mon moi masculin littéralement. Thibaut c'est moi mais en version gars. C'est ton alter ego. Exactement. Et je me suis dit mais jamais plus dans ma vie ça m'arrivera de tomber sur quelqu'un qui me correspond autant. Et du coup ça a été vraiment un coup de cœur et en fait on s'est revus plusieurs fois et puis de fil en aiguille ça fait 2 ans maintenant qu'on est tous les deux. Donc c'est une belle aventure quoi. Bon, entre temps du coup tes parents j'imagine qu'ils ont validé Oui, entre temps ils ont validé et le copain et la chaîne. C'était tout bénef. Ils ont validé tout le monde heureusement. Et c'est Thibaut qui t'a formé un peu à YouTube, à tout ça? Alors en fait oui et non, dans le sens où donc moi au début je tournais des vidéos sur sa chaîne. Et ça se passait très bien et j'aimais beaucoup être derrière la caméra en fait, c'était très agréable, je me sentais à l'aise, donc c'est vrai que je prenais du plaisir et à un moment donné, à force que les abonnés me disent mais Juju fais ta chaîne, parce que les abonnés sont très demandeurs, je me suis dit bon pourquoi pas, je tente. Et donc il y avait cette fameuse question par rapport au master, comment j'allais faire pour gérer les deux. La question n'a pas duré longtemps, j'ai très vite choisi YouTube. Mais du coup, voilà. Donc j'ai lancé ma première vidéo et en fait, vraiment, non, Thibaut, pour le coup, pour la partie, si on peut dire formation de YouTube, m'a laissé complètement autonome. C'est-à-dire que, en fait, l'idée quand même de YouTube, c'est d'être un petit peu autodidacte dans le sens où il faut mettre la balle à la patte. Il faut mettre sa touche en fait personnelle, que ce soit au montage, au tournage, etc. Donc s'il m'avait formé à sa façon sur YouTube, on aurait eu des vidéos complètement identiques. Tout à fait. Et pour le coup, à mes débuts, moi je m'inspirais un petit peu sans le vouloir parfois de lui parce que je l'entendais parler, donc des fois j'avais des expressions un petit peu et très vite j'ai compris qu'il fallait que non, j'ai ma patte personnelle, que je sois moi-même. Ah oui, il en a beaucoup des expressions, je confirme. Donc voilà, en fait, il m'a vraiment... je pense que ça pourrait être un projet. On va en parler. On va lui poser la question parce qu'il arrive. Mais voilà, du coup, c'est vrai que non, j'ai vraiment appris toute seule. Donc de temps en temps, quand il y avait des choses sur le logiciel un peu techniques que je ne savais pas faire et que je voulais faire, il m'expliquait, il me disait tiens, c'est telle touche. Mais sinon, le montage, j'ai appris sur le tas. Du coup, entre-temps, maintenant, tu cumules... corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on est à 1,6 million d'abonnés sur YouTube, 1,4 million sur Instagram. 1,5 tout récemment. Allez, ça y est, bravo. Et tu as une vidéo qui est intitulée sur la natural fitness, qui a déjà plus de 5 millions de vues. C'est ça, elle arrive à 6 millions là dans à peine quelques dizaines de milliers de vues, je crois. Beaucoup de vues, beaucoup de monde. Qui sont ces gens qui te regardent? Est-ce que tu connais un peu ton
audience. Oui, alors je connais mon audience. Pour le coup, j'ai une audience qui est très très large en termes d'âge, par exemple. Ma première communauté sur tout réseau confondu, c'est les 18-24 ans. D'accord. Ensuite, on enchaîne sur les 24-35, puis les 35-45, et en quatrième communauté, les 13-17. Et après, tout confondu, les âges que j'ai pas cités, donc en dessous de 13 ans et à plus de 60 ans. Donc j'ai vraiment une communauté très très large déjà en termes d'âge. Donc ça, c'est très agréable parce que ça montre que le contenu peut plaire vraiment autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Donc c'est plutôt chouette. Et j'ai autant de garçons que de filles. Donc on est sur du 50-50, tout réseau confondu. Donc c'est pareil, ça c'est très cool aussi de voir que le contenu peut plaire aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qu'on peut motiver aussi bien les hommes que les femmes à faire du sport, à bien manger, à prendre soin d'eux et à être bien psychologiquement. Donc ça c'est très chouette vraiment pour l'audience. Je suis très contente d'avoir autant de mixité. D'accord. Et d'ailleurs, tu parlais des contenus par rapport à ton audience. Quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux sur ta chaîne YouTube ? Parce que tu as plusieurs formats. Tu as 24 heures dans la peau d'une star. Ouais, j'ai pas mal de formats sur YouTube. En fait, l'idée de ma chaîne YouTube, dès le début, ça a été de me dire, et ça, je l'ai vu grâce, par exemple, à Thibaut, qui sur sa chaîne, lui, pendant très longtemps, a fait des vidéos très axées sport uniquement. Et en fait, les gens ont très vite tendance à nous mettre dans une case quand on choisit de faire un thème particulier de vidéo. Et pour tous les YouTubeurs, que ce soit Thibaut ou d'autres YouTubeurs dans d'autres catégories, c'est toujours difficile de sortir de cette case-là parce que les gens aiment bien se dire si tu fais du sport, tu ne fais que du sport et rien d'autre. Si tu fais du gaming, tu feras que du gaming et rien d'autre. Et ils ont du mal à accepter qu'on aime un peu le changement et qu'on en ait besoin, nous, d'un point de vue personnel et professionnel. Et du coup, moi, l'idée, ça a été de me dire, dès le début de ma chaîne, vu que je voyais un peu la difficulté que d'autres youtubeurs avaient pu rencontrer, voilà, de tout de suite me dire, ok, je n'imposerai pas une catégorie spécifique à mes abonnés pour qu'ils ne m'en veulent pas, en fait, si à un moment donné, je souhaite faire autre chose. Et du coup, très vite, je me suis dit, ok, l'idée, c'est sur ma chaîne YouTube, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Et voilà, c'est vraiment... Et avec mon humour, je dis toujours qui plaît ou qui ne plaît pas. D'ailleurs, il me semble la phrase qu'il y a sur ta bio. Sur ma bio, Instagram. exactement, que j'ai mis il n'y a pas longtemps parce que je trouvais qu'elle était très parlante. Et en fait, voilà, donc en thématique, comme tu disais, j'ai 24 heures, je mange comme. Donc ça, en fait, ça m'a permis un petit peu, par exemple, de revisiter les vidéos qui marchent bien, où en fait, 24 heures, ça marche toujours. Les 24 heures top chrono, c'est une thématique qui marche bien. Et il faut réussir un peu à se l'approprier après sur quelque chose qui soit en rapport avec notre chaîne. Donc comme moi, ma chaîne YouTube, c'est la nutrition, comment bien manger, etc. Je me dis canaliser des régimes alimentaires de stars ou bien des régimes alimentaires en général, ça peut apporter quelque chose à la fois de rigolo et en même temps de sérieux. Et de pédagogique. Il y a cette thématique-là que j'aime bien. Après, il y a les vidéos qui sont complètement fun où là, soit je suis toute seule, soit je suis avec Thibaut, soit je suis avec des invités. Par exemple, j'ai lancé récemment On a oublié les paroles, donc qui est un peu comme l'émission de Nagui, N'oubliez pas les paroles, qui est une émission que j'aime beaucoup. Et les abonnés adorent ça. Là, pour l'instant, on l'a fait avec Thibaut, mais je vais recevoir bientôt 12 février. J'ai Remstar dessus, donc c'est plutôt chouette. Et après, voilà, j'ai les vidéos vraiment recettes parce que les gens me suivent pour ça. Les vidéos sport aussi parfois parce que voilà, j'aime bien partager des conseils sportifs. Et puis, il y a les vidéos développement personnel qui sont un petit peu, je pense, ma petite touche à moi qui change un petit peu dans les youtubeurs sportifs, j'entends. Et du coup, voilà, moi, c'est le développement personnel, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Donc j'aime bien en parler pour le coup. Ah, on peut peut-être... Parce que toi, c'est ton domaine. C'est le domaine de Soraya. C'est mon dada. Oui, alors moi je suis tes posts aussi. Ouais. Je suis une passionnée de développement personnel également. Je trouve ça génial que tu en parles et je trouve ça génial aussi que tu puisses expliquer à ton audience que ça n'est pas... c'est pas une rubrique, le développement personnel, en fait. C'est vraiment... c'est holistique, comme on dit. Donc ça en gros, tout, ça touche on en tout. a tous Ça touche besoin. ton alimentation, ton corps, ton esprit, ton mental, ton environnement social. Complètement. Tout. Du coup, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé dans ton parcours, puisque tu as évoqué l'anorexie, par exemple, des troubles alimentaires, tu évoques régulièrement la santé mentale. Est-ce que tu es venu comme ça et comment tu t'es dit, je vais l'intégrer à ma ligne éditoriale ? En fait, au début, je pense que c'est venu assez naturellement dans le sens où j'ai pas forcément... Donc maintenant, je lis un petit peu d'ouvrages sur le développement personnel parce que ça me permet de m'instruire encore plus. Ça m'aide moi dans un premier temps et ça me permet après d'aider ma communauté à ma façon avec mes mots. Mais au début, c'est venu assez naturellement de moi-même, en fait, sans vraiment lire et sans vraiment me dire au début, oui, c'est du développement personnel ce que je fais. Au début, c'était plus, en fait, je partageais vraiment mes conseils à moi sur comment j'ai fait pour prendre confiance en moi parce que l'anorexie, par exemple, c'est vraiment une maladie qui intervient parce qu'on se soucie du regard des gens, en fait. La vraie raison du début de cette maladie-là, c'est pour ça. C'est parce qu'on se soucie du regard des gens qui nous renvoient notre propre image et qu'après, on se met à s'ancrer dans la tête, finalement, que les gens ont raison et on se met à voir ce que eux
ce qu'on pense en fait qu'ils voient, parce qu'ils le voient pas vraiment, mais c'est nous qui nous imaginons ça. C'est notre propre reflet finalement. Et du coup, c'est vrai que l'anorexie, moi, c'est une maladie qui a duré 2 ans quand même. J'ai mis 2 ans à vraiment voir le bout du tunnel. C'était à quelle période du coup ? Alors, c'était entre mes 18 et 20 ans. Avant ton arrivée sur Instagram. Voilà, avant mon arrivée sur Instagram et avant mon arrivée au Canada. Donc, ça a été vraiment 2 ans où, en 2 ans, j'ai perdu entre 15 et 20 kilos à peu près. Donc, pour donner une idée, moi, je mesure 1m60, je pesais 55 kilos et je suis tombée à 40 kilos. Donc, ça, c'est pas le stade le plus avancé parce que je suis très consciente qu'il y a des personnes qui en souffrent de façon beaucoup plus grave que moi. Mais c'était déjà dangereux. Voilà, c'est assez pour constater que c'est une maladie, sachant que je ne mangeais vraiment quasiment pas, que je courais énormément à l'époque et pas par plaisir. Comme je dis toujours, si vous faites de la course à pied parce que vous aimez ça, c'est génial. Si vous le faites pour les mauvaises raisons, c'est que c'est pas le sport qui est fait pour vous. Et moi, c'était pour de mauvaises raisons. Et du coup, en fait, disons que moi, les réseaux sociaux, le fait de manger bien, le fait de faire du sport, comme on dit, c'est plein de choses qui s'intègrent au développement personnel. Ça m'a aidé à m'en sortir. Et après, je me suis dit, petit à petit, en fait, vraiment les textes que je fournis sur Instagram ou bien les vidéos YouTube que je fais, ce que je dis dedans, c'est des choses que je me suis soit moi-même dites à moi-même ou que je me suis moi-même écrites. Et en fait, quand je les écris, ça me fait déjà du bien à moi. C'est comme un journal intime. Et avant de faire du bien aux autres, d'abord, ça me libère, ça me fait du bien. Et je me dis, ok, si ça me fait du bien, forcément, ça va faire du bien à d'autres personnes. Et du coup, ça me fait plaisir, en fait, de le partager et de me dire que peut-être d'autres personnes vont se retrouver là-dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses que j'écris vraiment assez spontanément. Et à force d'en écrire, je me suis dit, tiens, sur YouTube, ça pourrait être agréable aussi parce que sur Instagram, on est très vite limité en termes de texte. Puis il y a des gens qui aiment pas lire, il y a des gens qui préfèrent nous écouter parler. Et donc, c'est venu comme ça assez naturellement. Est-ce que c'est pas difficile quand on est une jeune femme alors, j'imagine, quand t'es arrivée sur Instagram 21. Ouais, c'est ça. Quand tu as explosé sur YouTube 22-23. Oui. Est-ce que c'est pas difficile pour une jeune femme qui travaille sur elle-même, qui a déjà eu des petits soucis, d'être médiatisée d'un coup ? Alors, parce que finalement, l'anorexie, comme tu le dis, en tout cas, est née chez toi avec le regard de l'autre et un manque de confiance. Finalement, est-ce que c'est pas jouer avec le feu ? Est-ce que ça a été très difficile à gérer et comment tu l'as géré ? Alors si, effectivement, c'est difficile parce que forcément, quand on est sur les réseaux sociaux, on est tout le temps soumis au regard des gens et à la critique parce que les réseaux sociaux ont donné la liberté aux gens sous couvert de liberté d'expression que je trouve un peu à la bon dos, la liberté d'expression, se permettent en fait de dire des choses parfois vraiment, vraiment dures et vraiment horribles qu'ils n'aimeraient pas entendre et qui ne se justifient pas, encore une fois, par la liberté d'expression. Il y a des choses qui, selon moi, je suis désolée, mais ne se disent pas du tout. Et si on croisait quelqu'un dans la rue, jamais on irait lui dire ça en face. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont donné cette opportunité-là de pouvoir se cacher et de pouvoir dire des choses vraiment très méchantes. Donc c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir une communauté qui est à 95% vraiment positive et c'est génial. Mais comme tout le monde, j'ai des personnes qui ne m'apprécient pas et qui ont envie de me le faire savoir. Et du coup, notamment sur mon physique, c'est vrai que, surtout que quand les gens ont commencé à me suivre à l'époque où Thibaut m'a fait découvrir un petit peu au monde des réseaux, j'étais vraiment dans une période où je préparais ma compétition dont on a parlé un peu plus tôt, le Natural Fitness Show. Et donc là, j'étais vraiment en ce qu'on appelle une prise de masse. On mange beaucoup pour prendre du poids, pour prendre du muscle. Et en fait, donc j'étais vraiment bien musclée, bien en chair, etc. Et à ce moment-là, je me souviens, en une nuit, quand Thibaut était venu me faire la surprise, j'étais passée d'une communauté de peut-être 16-17 000 abonnés, qui était une communauté très muscu, qui me suivait depuis longtemps, et vraiment pour ça, donc qui me jugeait pas du tout, à d'un coup 100 000 abonnés, au lendemain matin au réveil. Et alors là, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, waouh, 17 000 à 100 000, c'est juste un bond surdimensionnel et ça fait très peur parce que en plus, moi, je suis un peu du genre, voilà, je me montre au réveil le matin, pas coiffée, pas maquillée. Et je me disais, est-ce que les gens vont apprécier ça ? Est-ce qu'ils vont apprécier le côté naturel, le côté un peu, voilà, je fais un peu plein de choses que normalement se font en privé, mais derrière la caméra parce que je m'en fiche, ça me dérange pas, j'ai pas honte. Est-ce que le côté muscu, ils vont apprécier aussi ? Donc en fait, moi, ça m'a fait plus peur qu'autre chose au début. J'avais même dit dans un autre registre à mes proches, écoutez, si à un moment vous sentez que je perds pied, que je prends la grosse tête, que je deviens hautaine, etc., 2-3 claques et vous me faites revenir à la réalité parce que c'est impossible je veux pas devenir comme ça. Et j'ai reçu des commentaires parfois difficiles sur mon physique. Je me souviens d'une photo que j'avais postée où moi j'étais très fière de moi. Je montrais mes biceps, alors mes biscottos, j'étais trop contente, j'avais des gros bras, j'étais là, oh là là, trop bien, je suis musclée. Je poste cette photo et alors là j'ai pris un élan de commentaires.
tu es beaucoup trop musclé pour une femme, et on dirait un homme. Enfin, beaucoup de commentaires comme ça, c'est pas féminin, etc. Donc bon, qu'est-ce que la féminité? Après, chacun en a son point de vue. Et c'est vrai que cette photo-là, je me souviens avoir envoyé un message à Thibaut en lui disant, écoute, là j'ai pris un nombre de commentaires, c'est très dur. J'ai été presque en pleurs chez moi et je me dis, je vais supprimer la photo. Je peux pas la laisser, c'est pas possible. Et là, Thibaut me dit, mais Justine, tu ne peux pas laisser les gens décider de ce que tu veux poster. Parce que sinon, tu vas devenir en fait prisonnière de ta communauté. Finalement, Thibaut est pas mal en développement personnel. Et oui, il est pas mal aussi. Hein. Il a de très bons conseils. Et du coup, voilà. Et c'est ça, il me dit à un moment donné, tu peux pas laisser les gens décider pour toi. C'est à toi d'imposer ce que tu veux mettre en avant, ce dont tu es fière, etc. Et du coup, ça a été difficile de la laisser, cette photo. Mais je l'ai laissée. Et je me suis dit, ok, il faut que je la laisse parce que c'est moi, parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'avais envie de partager. Et du coup, encore aujourd'hui, j'ai toujours des remarques, mais pour le coup, j'ai réussi vraiment, au fur et à mesure de mes réseaux sociaux, à me brider vraiment par rapport à ça et à me dire que de toute façon, même si je marchais dans la rue, il y a plein de personnes à qui je plairais pas, mais qui me le diraient pas. Et donc en fait, j'essayais juste de me dire, ok Juju, dis-toi juste que ces gens-là, ils sont derrière un écran, ils ont un clavier, du coup, ils se permettent de te le dire, mais peut-être que la personne que tu croises dans la rue demain matin, elle va penser la même chose, elle te le dira juste pas. Donc en fait, c'est comme ça que j'arrive un peu à faire abstraction des remarques. Et finalement, ce parcours, cette chaîne YouTube, tout ce qui t'arrive, c'est une vraie victoire sur ton histoire? Complètement. Pour le coup, complètement, parce qu'en fait, c'est ça, hein, faire une chaîne YouTube, c'est vraiment se mesurer au regard des gens. Se mettre sur les réseaux sociaux, et on est confronté au regard de l'autre constamment. Ma compétition de musculation, ça a été vraiment une vraie victoire aussi pour le côté, est-ce que vraiment maintenant je suis sereine vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de mon corps, etc. Est-ce que je suis capable de me voir changer à différents extrêmes? Clairement. Et le regard de toi, le regard de toi sur toi-même au final. Complètement. Et encore, comme je dis toujours, ça a été encore difficile jusqu'à il y a, allez, je dirais 1 an. Et encore aujourd'hui, je vais pas mentir, je reste une femme et je pense qu'on est toutes pareilles et qu'on a toutes des moments où on est encore complexées. Et typiquement, c'est des fois dans les moments où je vais avoir un petit truc qui va un petit peu me complexer, où d'un coup, je vais avoir l'inspiration pour écrire un texte parce que ça me fait du bien. Et du coup, je me dis, ok, là, à ce moment-là, ça m'a un petit peu embêtée. J'ai eu un regard un peu dur avec moi-même, je vais le partager. Et voilà, mais encore aujourd'hui, je pense que de toute façon, les complexes en général et tout ce qui est maladie du trouble du comportement alimentaire, c'est des choses qui nous suivent un peu toute notre vie. Et toute notre vie, il faut rester armé, il faut continuer un peu à se battre contre ça et pas laisser de porte ouverte en fait. Il faut continuer un peu à chasser les vieux démons. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir ta dernière vidéo, Cher corps, je t'aime, que tu as diffusée le 22 octobre, qui est une très belle vidéo. Merci beaucoup. Sur ton parcours justement un peu alimentaire, ce que tu as fait subir à ton corps et maintenant comment tu aimes ton corps. Oui, complètement. Et pour revenir un petit peu dans l'actualité du jour, tu as lancé ton livre 50 nuances de patates douces, puisque la nutrition que tu aimes. puisque la nutrition douce. Puisque la nutrition est très importante pour toi. Tu en as fait d'ailleurs tes études, parce que tu as fait des études de biologie, de la nutrition. C'est ça. Donc comment est née l'idée de ce projet de livre? Qui t'a aidé, qui t'a contacté? Est-ce que c'est toi qui as monté le projet? Comment ça s'est passé? Alors en fait, au début, donc ça a commencé, j'ai commencé moi toute seule dans mon coin. Dès que j'ai démarré YouTube, ça a été, je dirais, allez, franchement, j'ai sorti 1 ou 2 vidéos sur YouTube et tout de suite ce projet-là a mûri. Parce que avant YouTube, avant l'idée du livre, etc., depuis mes 20 ans, donc depuis que je suis partie vivre au Canada, mon rêve c'est d'avoir un jour une petite, soit juste un restaurant, soit une salle de sport avec un restaurant dedans. Le mélange un peu salle de sport-restaurant où les gens ils s'entraînent et après ils peuvent repartir avec leurs plats un peu healthy, etc. Ou bien juste un restaurant, ça dépendra de celui qui me branche le plus au moment de ma vie où j'aurai envie de le faire, ce que j'espère pouvoir faire un jour. Et c'est vrai que du coup, un restaurant, c'est un gros projet, ça prend du temps. Pour l'instant, moi, mon boulot numéro 1, ce que j'aime faire le plus, c'est YouTube. Et du coup, je me suis dit, ok, comment je pourrais quand même partager mes recettes aux gens sans en être encore au stade du restaurant, mais tout en faisant quelque chose qui me plaît. Et comme j'aime écrire, j'aime inventer des recettes, etc., c'est vrai que le livre est venu assez naturellement. Et en format papier, d'autant plus que on fait tout aujourd'hui sur les réseaux, tout sur le web, on est très connecté, on est ultra connecté. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un projet qui sort un peu de ce monde-là, en fait, parce que sinon, on est tout le temps dedans et à un moment, ça finit par exploser de réseaux sociaux à l'intérieur de la tête. Et du coup, je me suis dit, ça me tentait pas trop de faire un e-book ou de faire un PDF. J'étais un petit peu moins emballée par l'idée. Donc, l'idée est venue rapidement. Donc, il y a 2 ans, du coup, je me suis mise à commencer un petit peu à réfléchir aux premières recettes. Très vite, j'ai eu l'idée de la patate douce à intégrer dans toutes les recettes parce que, en fait, les gens me connaissent pour mon amour fou pour la patate douce. Et donc, je me suis dit, franchement, ça va être délire, ça va être dans le thème. Les gens vont se dire, il y a que Juju qui peut faire un truc comme ça et personne d'autre. Et puis, il y a le côté aussi remettre un peu un vieux légume au goût du jour. Et puis c'est très intéressant nutritionnellement parlant.
Donc du coup, je me suis mise un petit peu à écrire mes recettes, donc j'en ai trouvé 50. Je voulais un petit peu aussi montrer aux gens qui n'aiment pas ça que y a plein de recettes où en fait on la sent pas et c'est très bon et finalement on se rend compte que la patate douce on adore ça et du coup pendant 1 an j'ai fait ça, j'ai fait les tests des recettes, ça nous a pris des soirées et des journées entières à cuisiner, à tester avec mes amis etc qui venaient m'aider, qui participaient aux tests, donc du coup c'était des bons moments en même temps, c'était très cool et en fait pile au moment où j'ai eu fini les tests des recettes, que j'avais toutes mes recettes décrites, mais franchement dans la semaine qui a suivi ça a été le timing parfait. J'étais là en train de me dire bon, maintenant c'est bien, t'as tout le travail de fait, mais qu'est-ce que tu en fais de tout ça tu contactes un imprimeur, tu contactes un graphiste, là je me suis dit mais ça va être un boulot monstre, j'ai pas tous les contacts, comment je vais faire? Et dans la semaine j'ai reçu un mail donc de Didier des éditions Solar, qui est le directeur de la partie cuisine, qui me dit écoute coucou Juju, voilà je te contacte pour écrire un livre etc. Et en fait lui du coup pensait que je n'avais rien du tout. D'accord. Donc là je vois ça, je demande à mes parents, je dis mais Solar je crois que c'est une grosse maison d'édition, je pense que là il y a vraiment quelque chose de cool à faire et tout. Donc mes parents m'ont dit écoute pas de souci, on va les contacter, parce que du coup mes parents m'aident un petit peu, ils travaillent mais ils m'aident un peu en off, donc ils font des heures sup, les pauvres. Ils sont très très cool avec moi et du coup donc on a fait des rendez-vous avec Didier de chez Solar et en fait quand je l'ai rencontré je lui ai directement dit, je dis mais moi j'ai déjà toute l'idée de mon livre, parce que lui pensait en fait souvent ce qui se passe c'est que les maisons d'édition contactent les auteurs 1 an avant en partant du principe que les auteurs n'ont rien d'écrit et du coup il y a 1 an de travail à faire. Et en fait moi je lui ai dit mais Didier moi j'ai tout, j'ai toutes mes recettes, il me manque juste les pages d'introduction un peu plus sur un peu préface, les indispensables en cuisine, l'histoire de la patate douce etc. Mais j'avais vraiment tout le fond du livre quoi. Et du coup quand je lui ai expliqué le projet il était super emballé, il était à fond et j'étais très contente, parce que c'est vrai que c'est un pari quand même de dire à quelqu'un je vais faire un livre sur un seul ingrédient. En gros je vais avoir plein de recettes mais il y a un truc qui revient tout le temps, c'est pas dit que tout le monde aime, et donc trouver quelqu'un qui nous fait confiance c'est pas évident. Et lui c'est vrai que tout de suite il a été vachement emballé par le projet, il m'a fait confiance et du coup on a bossé après dessus pendant 1 an et du coup on a vraiment eu le temps d'aller vraiment au bout du projet, de relire tout, un nombre de fois pas possible, de travailler vraiment longtemps sur le graphisme etc du bouquin pour être sûr d'avoir vraiment quelque chose à mon image, parce que quand on est youtubeur aujourd'hui c'est important d'avoir des livres vraiment qui nous ressemblent. Je pense que les livres de cuisine un peu plus d'époque sont des fois un peu plus stricts, un petit peu plus carrés, avec un peu moins de fun dedans, parce que c'est des livres de cuisine classique en fait. Aujourd'hui c'est vrai que quand on est youtubeur il faut absolument que notre univers transparaisse dans le livre. Bien sûr. Et que les gens aient l'impression d'être avec nous en fait quand ils sont dans le livre. Je te rassure, c'est le cas, effectivement, visuellement il est très joli. Merci beaucoup. Et il y a plein de recettes très appétissantes et très différentes, effectivement. Ça a du burger au falafel, il y a du sucré aussi, complètement. C'est vraiment top. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit, tu as évoqué dans ta précédente réponse, tes parents. En fait la question c'est, nous on aimerait bien savoir comment tu travailles, de qui tu es entouré. Donc visiblement en fait tes parents mettent la main à la pâte pour te donner un coup de main. Est-ce que tu as un agent, est-ce que tu as une assistante, est-ce que tu as des gens qui t'aident pour le contenu, une prod par exemple? Comment raconte-nous quel est l'univers professionnel de Juju. Alors du coup effectivement non, j'ai pas du tout d'agent, ni pour YouTube ni pour Instagram. J'ai pas d'agent qui travaille avec moi, pas d'assistante. J'ai un caméraman quand je fais des tournages à l'extérieur, ou des tournages un peu plus travaillés comme Sharecore, ou comme des fois des vidéos où j'ai fait morning routine, cliché versus réalité etc. Qui demandent vraiment d'avoir un caméraman pour faire quelque chose de propre. Pareil pour les vidéos d'armée, pompiers, parce que là moi j'ai vraiment pour but d'animer la vidéo et je peux pas me tu peux pas être avec la caméra, avec l'armée en face cam, avec mon bras moi-même, c'est pas très professionnel. Donc voilà, quand j'ai besoin d'avoir mon caméraman, il vient avec moi et on tourne tous les deux. En ce moment par exemple, jusqu'à maintenant ça faisait 2 ans que je montais toutes mes vidéos toute seule tout le temps. Là ces derniers temps avec la sortie du livre, du coup je suis souvent en déplacement, donc disons que d'habitude, moi comme je sors une vidéo par semaine, en gros quand je tourne une vidéo, ensuite je sais que j'ai la semaine pour faire mon montage, et en fait je répartis un peu le montage sur, on va dire, je travaille 3-4 heures par jour dessus, et comme ça après pendant le reste du temps je peux travailler sur d'autres choses, être sur le livre quand il y avait le livre, ou bien mes autres réseaux sociaux etc, ou bien vraiment d'autres projets. Et du coup là c'est vrai qu'avec la sortie du livre forcément j'ai beaucoup plus de déplacements que d'habitude, donc monter une vidéo qui d'habitude me prendrait une semaine de
boulot, bah là, il m'en faut 2. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que là, mon caméraman, qui est en fait la même personne, est aussi monteur vidéo. Et donc en fait, moi, je monte une vidéo sur 2 et lui en monte une sur 2. Comme ça me permet d'avoir toujours ma vidéo par semaine qui sort et toujours pour montrer à mes abonnés que c'est pas parce que j'ai sorti un livre ou que je suis très prise que je les délaisse et que je leur fournis plus de contenu sur YouTube. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que je garde encore beaucoup la main sur mes montages et même si d'ailleurs il m'aide à monter des vidéos, je repasse toujours une journée de travail derrière pour vraiment apporter ma touche à la vidéo. C'est-à-dire que lui va faire un petit peu le travail bête et méchant, donc dérocher, enlever tous les blancs, les redites, mettre la musique de fond, les zooms, tout ce qui est un petit opérationnel, peu voilà. Et après moi derrière j'apporte vraiment mon dynamisme, ma touche, tout ce que je veux ajouter qui me correspond vraiment à la vidéo. Et après donc mes parents sont d'une très grande aide parce que c'est vraiment eux pour le coup qui sont derrière moi sur la partie commerciale. Alors en fait sur un peu tout parce que j'ai la chance, là pour le coup je pense être née dans la bonne famille. Ma maman a fait des études en commerce marketing etc. Super. Donc là-dessus elle est vraiment très carrée et du coup pour tout ce qui va être partenariat en fait pendant 1 an et demi j'ai toujours géré toute seule et là depuis les 6 derniers mois après son travail etc. elle m'aide donc du coup c'est elle qui m'aide à négocier les partenariats, à négocier les contrats. C'est elle qui répond si nos auditeurs envoient un message officiel pour une demande de partenariat. Voilà, exactement, c'est ma maman. Du coup, en fait, moi, je reçois sur ma boîte mail et ensuite, je lui transfère tout ce qui me paraît intéressant parce que forcément, des demandes de partenariat par jour, on en reçoit énormément. Bien sûr. Il y a beaucoup de bullshit, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est hors de question que je le transmette à ma communauté. Donc déjà, moi, je fais mon premier tri comme ça. Elle, ça lui évite d'avoir trop de mails. Et par contre, tout ce qui me semble un petit peu intéressant, qui pourrait potentiellement m'apporter quelque chose, ainsi qu'à ma communauté, etc. Là, je lui envoie et c'est elle derrière ensuite qui gère un petit peu et on voit si on peut aller au bout du projet ou non en fonction de la marque, en fonction de moi. Donc à ce niveau-là c'est elle et après tout ce qui est vraiment très je sais pas comment dire mais tout ce qui est comptabilité voilà les statuts de société, l'administratif etc. c'est mon papa parce que mon papa pareil en fait mon papa a fait des études en fiscalité, douane, comptabilité, droit donc, etc. Donc en fait Juju Ficat c'est une entreprise familiale. Exactement, c'est que là pour le coup et ils sont très cool d'accepter de faire ça le soir en rentrant du travail parce que du coup ça se retrouve on s'appelle, il est 21h 22h pour faire des briefs etc. Mais non ils gèrent tout ça très bien tous les deux, ils m'aident beaucoup et c'est ce qui me permet d'être encore plus moi concentrée sur les livres, sur les vidéos, donc c'est chouette. Qu'est-ce que c'est justement on parle de partenariat, de collaboration, qu'est-ce que c'est justement une collaboration avec une marque réussie? Alors qu'est-ce que tu attends de la part d'une marque et qu'est-ce que tu refuses et que tu fustiges et tu pourrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour le dire parce qu'on a beaucoup de marques et d'agences qui nous écoutent. Alors moi ce que je refuse d'une marque vraiment c'est qu'elle m'impose un texte par exemple complètement prédéfini. C'est exactement ce que Camille nous disait. C'est-à-dire que voilà, ça c'est pour moi c'est pas possible. Je veux dire, une marque aujourd'hui, si elle fait appel aux influenceurs, aux youtubeurs, etc., c'est parce qu'elles savent qu'on a une personnalité à part entière, chacun, qu'on a quelque chose à dire différent, de différent des autres, etc., et qu'on a chacun une manière de communiquer. Sinon, dans ce cas-là, il faut faire appel à la télé. Si on veut faire une pub avec quelque chose de déjà tout écrit de A à Z, qui doit être tourné comme ci, comme ci, comme ça, mais dans ce cas-là, on fait un spot télé et c'est plus la même chose. Mais si on fait appel à un influenceur ou à un youtubeur sur les réseaux, on s'attend forcément à ce que le youtubeur en question présente notre produit ou notre service avec ses mots, avec sa façon de faire, son dynamisme, son fun, etc. Donc ça vraiment pour moi, quand je reçois des marques qui me disent, en gros qui m'écrivent un texte et qui me disent même comment prendre ma photo ou ma vidéo, là j'ai dit mais non c'est pas possible. Ou alors déjà j'essaye de communiquer avec eux si la marque m'intéresse, je me dis bon peut-être qu'ils ont eu une mauvaise expérience et du coup dans ce cas c'est moi qui dois les rassurer et leur montrer qu'on peut faire quelque chose de différent et que ça marchera. Si je vois qu'ils sont pas du tout ouverts, je dis dans ce cas là ce sera sans moi parce que c'est hors de question d'avoir le même texte qu'un X, un X et un X, enfin c'est pas possible. Donc ça pour moi ça marche pas. Autre chose qui me rebute complètement, c'est les gens qui démarrent leur mail ou leur même carrément dans le titre. Non alors ça oui, le mauvais prénom, j'avoue que j'aime pas trop, ça m'arrivait beaucoup. Qu'en fait, quelqu'un qui fasse un copier-coller, qui oublie de changer le prénom. Ça c'est. Donc là, déjà, en général, je vois ça, je me dis, poubelle. Et c'est dommage parce que des fois, on pourrait se dire, la marque pourrait donner envie, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas professionnel de faire ça. Enfin, c'est pas cool, surtout quand dans le mail, ils nous donnent la sensation qu'ils veulent travailler avec nous. Vous êtes unique, bien sûr. Et qu'en fait, pas du tout. Ou donc sinon... ça,
c'est limite, mais le truc moi qui me rebute le plus, que j'aime pas du tout, parce que je trouve que ça fait vraiment comme si, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on est avide d'argent, et donc j'aime pas du tout cette façon-là de fonctionner. C'est les mails qui démarrent soit dans le mail ou soit carrément dans l'objet du mail avec « vous allez pouvoir gagner jusqu'à tant par mois ». Ok, et donc sinon quelle est la marque, quel est le produit, quel est le but, et en fait moi ça j'aime pas du tout, parce que ça fait vraiment en fait je veux t'appâter par l'argent. Mais moi les partenariats, des demandes d'affiliation, ça en général alors ou non, de ça peut des fois dropshipping, être moi non même pas, ça a été vraiment pour des marques classiques qui voulaient des partenariats avec des codes pourcentages, etc. par mois, promo, voilà, du code promo. Mais je me dis, moi par exemple mon sponsor nutrition, on fonctionne avec un code promo, mais jamais ils sont venus vers moi de cette façon là. On peut nommer d'ailleurs oui, Nutri ouais. qui est une marque de nutrition et de nutrition intelligente, du coup, qui est très axée surtout sur les produits alimentaires tout autant que les compléments. Donc moi c'est pour ça que je les ai choisis, parce que je consomme pas vraiment de compléments, donc c'était plutôt pour le côté alimentaire. Et du coup je veux dire, moi quand ils sont venus vers moi, eux ils m'ont pas du tout ils m'ont pas contacté comme ça. Je leur ai dit non 3 fois avant de leur dire oui. Je veux dire, la fille qui m'a contactée de chez eux a passé 6 mois à vraiment me travailler un peu au corps, à prendre le temps d'apprendre à me connaître, comment je fonctionnais, pourquoi j'aurais envie ou non d'être avec eux, etc. Et ça pour moi c'est des partenariats que j'apprécie, parce que c'est des gens qui prennent le temps de nous découvrir et de comprendre pourquoi il y aurait un intérêt pour tout le monde à travailler ensemble, et même pour la communauté. Mais voilà, encore une fois, les mails qui démarrent par la somme d'argent, enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. À la base, on fait pas un partenariat pour l'argent que ça va rapporter. C'est d'abord pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi nos abonnés pourraient y trouver un intérêt, pourquoi nous on y trouverait un intérêt, et après la question de l'argent ou non, ça se négocie après, dans un deuxième temps. Donc moi, les mails qui commencent comme ça, j'arrive pas à croire qu'on puisse penser que ce soit attirant. Donc s'ils le font, c'est que ça marche, mais en tout cas moi dans mon cas c'est pas possible. D'accord. Et concernant les plateformes, aujourd'hui tu es essentiellement sur YouTube et Instagram. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu aimerais investir? On vous a vu d'ailleurs avec Thibaut un petit peu sur TikTok. Oui. TikTok, en fait, c'est vrai que c'est une plateforme qui fonctionne très bien aujourd'hui. C'est surtout les jeunes qui sont, même les très très jeunes. TikTok, ça démarre très jeune. En vrai, j'ai 24 ans et je suis jeune, mais là, j'ai quand même une très bonne blague à raconter. Un jour, j'ai publié une vidéo sur TikTok et il y a quand même eu un commentaire, parce que sur TikTok aussi, on a des haters, il y en a partout. Une jeune fille qui devait avoir peut-être 12 ans qui a mis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, avec ses 45 ans à faire des vidéos sur TikTok? J'étais là, oh non, ça me blesse dans mon estime. J'ai quand même pas 45 ans. Donc là, je me suis dit, comme quoi, même à 24 ans, des gens peuvent penser qu'on est vieux et qu'on est has-been, en fait. Ouais. Et du coup, nous, avec Thibaut, on s'est dit, il faut surtout pas qu'on finisse comme des vieux croutons à se dire, oh, ce réseau social-là, c'est pour les jeunes, on veut pas y aller. Il faut vraiment être ouvert au niveau des réseaux sociaux et se dire qu'il y a des gens qui sont adeptes de certains réseaux et pas du tout d'autres. Moi, typiquement, j'ai déjà eu la réflexion de certaines personnes qui m'ont dit, ah, mais je vous connais, je vous ai déjà vu quelque part. Et puis je disais, ah bah oui, sur YouTube. Ah non, pas sur YouTube. Vous êtes pas sur TikTok? Et là, je me dis, c'est improbable. On me connaît sur TikTok avant YouTube et ça m'a semblé fou, mais comme quoi c'est possible. Donc voilà, on s'est dit vraiment, dès qu'il y a un réseau social qui sort et qui est à la mode, c'est notre rôle aujourd'hui sur les réseaux sociaux d'essayer de comprendre un peu comment ça marche, d'être un petit peu sur tous les fronts et voilà, et de pas en laisser passer un à la trappe, quoi. Et concernant justement ces plateformes un peu à la mode, moi je travaille pour du e-sport et notamment sur la plateforme Twitch dans le streaming. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as déjà pensé? Alors on en parlait encore hier. Donc oui, on en parle assez souvent parce que c'est très bien pour les lives et qu'on se demande en fait justement, est-ce que ça aurait un intérêt pour nous de faire des lives? Est-ce que si on en fait, il faudrait plutôt les faire sur YouTube parce qu'on a déjà une grosse communauté, ou est-ce qu'il faudrait basculer sur Twitch? Donc c'est vrai qu'on se pose souvent la question. Pour l'instant, on n'a pas franchi encore le cap. Est-ce qu'on le fera dans les mois à venir? Pourquoi pas? Après, c'est vrai que sur Twitch, il y a quand même beaucoup de gaming, il me semble. C'est beaucoup justement de streaming e-sport, mais ça commence à se développer sur lifestyle. En effet. C'est ça. Et il y a une nouvelle communauté à voilà, et c'est vrai que moi sur Twitch, typiquement, je suis pas du tout jeux vidéo, donc je me vois pas juste pour être sur Twitch me mettre à jouer à fond aux jeux vidéo, ce serait pas moi. Donc faut voir peut-être si ça se développe bien, pourquoi pas, ça peut être aussi un réseau social à étudier clairement. À étudier pour vous. Ouais. Avant de te laisser la question de conclusion, Karine, petite question sur tes influences. On va parler d'influenceurs, influencés justement. Ouais. Qui tu suis, qui se détache un peu dans ton feed? Hormis Thibaut. Bon, lui, je le vois déjà tous les jours à la maison, alors on le voit lever la main. Instagram, YouTube, tous réseaux sociaux confondus, et surtout pas nécessairement uniquement sur l'alimentation. Ah oui, non, complètement. Comme je dis, j'avais fait une vidéo là-dessus sur la pression des réseaux sociaux, et du coup dedans j'expliquais que c'était important vraiment sur les réseaux de suivre des personnes d'univers différents pour même pour nous, pour s'ouvrir, etc., pour s'enrichir. Donc moi pour le coup je suis vraiment des gens de tous les horizons, avec plus ou moins d'abonnés, d'ailleurs des gens qui m'inspirent énormément et qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi, mais
c'est pas le nombre d'abonnés qui fait la personne et qui fait ce qu'elle vaut. Et donc il y a des personnes qui, je trouve, n'ont pas forcément beaucoup d'abonnés et qui pour autant apportent beaucoup de choses. Donc là, j'en ai une en tête notamment, par exemple, qui s'appelle Chloé Bloom sur Instagram, qui est proche des 100 000 abonnés, qui a 100 000 abonnés d'ailleurs maintenant. Moi, j'ai commencé à la suivre, elle avait à peine 10 000 abonnés. On était au même stade toutes les deux, on se suivait, on n'avait vraiment pas beaucoup d'abonnés toutes les deux et on s'est d'ailleurs déjà rencontrés. Et moi, c'est une fille, j'ai vraiment suivi son évolution, elle était très fitness, très muscu. À fond, alimentation, fitness et tout. Ah oui, vois, elle ça, a beaucoup évolué, Chloé. J'ai envie au micro de ce podcast également. Elle a énormément évolué et ça a été pour moi très intéressant de suivre son évolution. Et aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup suivre ce qu'elle partage. Forcément, j'arrive pas forcément à tout faire comme elle fait en fait, d'un point de vue bien-être. Elle voyage en plus. Parce que elle voyage beaucoup et puis elle est très axée sur le bien-être, là pour le coup, développement personnel à fond, fois 1000 et elle le fait très très bien et même elle est très dans tout ce qui est lithothérapie avec les pierres, tout ce qui est aromathérapie, enfin voilà, c'est vraiment un côté santé nature et que moi j'aime beaucoup, qui m'aide moi-même dans mon quotidien parce que j'en apprends beaucoup grâce à elle et dans mon quotidien j'arrive à faire de plus en plus de petites choses naturelles pour moi me sentir bien et du coup voilà, je prends un petit peu le positif, je prends ce que j'arrive à faire à mon niveau et petit à petit j'arrive à faire de plus en plus de choses. Donc elle, c'est vraiment une fille qui pour le coup m'inspire énormément. Ensuite dans les personnes qui m'inspirent beaucoup, là plutôt peut-être en termes d'un peu de contenu, je suis beaucoup d'Américains qui ont énormément d'abonnés. Là on parle vraiment de 15 millions de followers ou bien des 5-6 millions, etc. Beaucoup plus là pour le côté humour parce qu'ils ont des super bonnes idées de vidéos, de photos, etc. Donc sans faire la même chose, ça donne beaucoup d'idées aussi pour nous, savoir comment on pourrait le refaire un peu à notre manière, comment on le refaire version un peu française, parce que faut savoir aussi que les Américains peuvent se permettre beaucoup plus de choses que nous on se permet en France. C'est assez différent, je trouve, les réseaux sociaux aux États-Unis et en France. Donc forcément, on peut pas faire comme eux parce que eux, des fois, ils poussent vraiment très très loin, que ce soit les blagues, les vidéos, etc. Mais ils ont vraiment des très bonnes idées. Ils sont très dynamiques, même au niveau du dynamisme et tout. Donc pour nous, évoluer dans notre métier, c'est très intéressant de les suivre. Donc j'aime beaucoup. Donc là, je pense à Brent Rivera qui est très connu, avec sa sœur Lexi Brooke. Et ils ont tout un groupe d'amis. Ils font pas mal de trucs fun. Donc c'est toujours assez inspirant de les suivre. Les Ponce qui est une référence aux États-Unis, qui est très intéressante à suivre aussi et qui est très fun. Donc voilà, ça c'est des personnes que j'aime beaucoup suivre, mais là c'est plutôt pour moi pour être plus créative en fait, pour devenir de plus en plus créative et encore une fois pour sortir du côté des fois un peu sport, nutrition, parce que si j'étais restée que dans le sport et la nutrition, je suis pas sûre que j'aurais autant évolué sur les réseaux sociaux si je m'étais pas ouverte à d'autres choses. Après dans le sport, j'ai Marine Leleu à qui je pense beaucoup parce que elle, c'est surtout pour le côté dépassement de soi et mental de guerrière. Parce que même si on fait pas du tout le même sport, pareil, comme je dis, c'est pas parce qu'on fait pas le même sport que d'autres personnes qu'on peut pas être inspiré par ces personnes-là. Clairement. On n'est pas obligé de suivre que des personnes qui font de la muscu ou du crossfit. Et cette nana, je veux dire, c'est une bête, quoi. Mentalement parlant, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut la mettre à terre. Elle est absolument inspirante. Elle fait des choses surhumaines, vraiment. Et du coup, c'est une fille que j'aime beaucoup suivre pour ça. Parce que pour le coup, moi, parfois au sport, j'avoue que j'ai un peu un mental de chips. Très vite, je suis capable de craquer. Et du coup, c'est inspirant de suivre des personnes comme ça pour se dire, écoute, Juju, là, il faudrait peut-être se bouger un petit peu. Tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Donc voilà. Puis après, je suis beaucoup d'athlètes dans le crossfit, là, pour le coup, parce que c'est un peu, ça fait rêver. C'est des modèles. On se dit, waouh, il y a des nanas et des mecs qui envoient vraiment. Donc voilà, vraiment plein de personnes d'univers complètement différents, ouais. D'accord. Et par rapport justement un peu à ces modèles que tu suis et toi, ta vision de l'influence, comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu vois l'influence évoluer? Je sais que c'est une question qui peut être assez dure. Ah ouais, c'est très dur. Mais déjà, j'espère que ça fonctionnera toujours aussi bien les réseaux, même si je pense qu'ils ont encore vraiment de très belles années devant eux. Ça se développe beaucoup. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit YouTube, Instagram, c'est des plateformes qui vont cartonner encore un moment. En tout cas, je touche ma tête et je touche du bois. Voilà, très bien. Donc voilà. Mais tu seras peut-être dans ton restaurant, toi. Bah oui. Peut-être. Mais pour le coup, non. J'espère que je partagerai toujours avec autant d'envie, autant de passion. Pour le moment, voilà, c'est le cas. Ce que je fais aussi beaucoup là, d'un point de vue personnel, pour perdurer, par exemple, que ce soit dans notre relation avec Thibaut, comme on dit toujours, on garde des choses privées parce que je pense que sinon on peut très vite exploser sur les réseaux. Et si justement on veut pouvoir se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai encore des choses à partager, il faut se préserver. Donc c'est tout bête, mais voilà, il y a des choses de la vie privée qu'il faut garder pour soi. Il faut savoir aussi, comme tout métier, s'accorder un peu de temps off, parce que c'est très dur avec les réseaux sociaux de s'accorder des vacances, tout bêtement, ou du temps pour soi. Donc il faut réussir un petit peu à le faire quand même, c'est ce qui permet de perdurer. Et non, pour le coup, en fait, vraiment,
moi je pense que dans 5 ans, 10 ans, mes réseaux sociaux seront toujours à mon image et du coup pour le coup je serai pas je sais pas en fait ce que je serai dans 5 ou 10 ans. Comme je dis toujours aux gens, là je suis à fond crossfit, mais il y a 2 ans j'étais à fond muscu. Peut-être que dans 5-10 ans je serai à fond danse et que j'aurai envie de partager des clips, pas toujours sur les réseaux parce que j'aime partager, enfin c'est génial de pouvoir partager des messages quels qu'ils soient et de communiquer avec autant de personnes. Je me dis, enfin on a une chance quand même incroyable de pouvoir parler avec autant de gens, rencontrer autant de gens et puis même je trouve qu'on a un métier qui nous permet, que ce soit par exemple aujourd'hui, sans mon métier je vous aurais jamais rencontré, j'aurais jamais vécu ce moment-là et ça c'est des choses qui d'un point de vue personnel et professionnel sont tellement enrichissantes et font tellement grandir que j'adore pouvoir rencontrer des gens d'univers différents. Donc je me vois toujours sur les réseaux, mais après ce que j'y ferai exactement, franchement ça c'est l'avenir qui le dira parce que je ferai ce qui me plaira en fait au moment où ce sera dans 5 ans quoi. Et écoute, merci Justine d'avoir accordé ton temps aujourd'hui qui est un peu une journée marathon. Un grand merci. Donc merci à toi. C'était vraiment très chouette comme interview, merci de m'avoir reçue, j'espère à très vite. Oui, avec grand plaisir. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous aura permis d'en apprendre davantage sur le parcours et les projets de Justine. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, je vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram d'Influence et sur celui de mon agence Papagayo Communication. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.